et ce qu'on peut en retenir finalement pour bien gérer ce risque mildiou. Donc le statut réglementaire du mildiou aujourd'hui a changé. Jusqu'à la fin de l'année dernière, le mildiou était un parasite de quarantaine avec des obligations de la part du ministère. Aujourd'hui, il est depuis donc le 14 décembre sous un autre statut, c'est-à-dire d'organisme réglementé non de quarantaine. Donc c'est à la suite de la révision d'un règlement européen. Et donc le R de réglementer, c'est surtout la réglementation appliquée à la production de semences. Et la partie non de quarantaine, eh bien, s'applique beaucoup plus aujourd'hui à la production de tournesol dit de consommation. Et ça a pour conséquence que sur ce plan-là, la DGAL et l'ONPV se désengagent de leurs obligations de surveillance du mildiou. Mais nous allons voir que celle-ci est importante néanmoins. Donc, pour revenir et vous présenter, vous rappeler ce que c'est que le mildiou, voilà. J'ai fait quelques rappels de symptômes. À commencer donc par la gauche, ici vous avez des attaques très très précoces à la sortie des cotylédons de la graine, pour indiquer que finalement ce sont des contaminations très précoces, donc des cotylédons qui sont jaunis et surtout une sporulation très abondante à feutrage qui est vraiment caractéristique du mildiou et des mildious. Donc quand ça se développe, on voit effectivement sur des feuilles des parties jaunâtres et à la face inférieure ce feutrage blanc sous les feuilles. Plus ça se développe, eh bien, on a aussi ces symptômes-là le long des nervures qu'on appelle un poil de fougère. Toujours du mycélium, un feutrage bien blanc à la face inférieure, le réflexe, retourner la feuille pour bien identifier. Et puis, beaucoup plus tardivement, les plantes peuvent être très nanifiées, surtout quand on a ces contaminations de début de cycle. Et le capitule reste horizontal, et souvent stérile. Donc, ce sont des symptômes très, très caractéristiques et facilement reconnaissables, je pense. Sur le cycle, eh bien, le mildiou se survit dans le sol, donc sur des résidus contaminés, dans les semences, et sous forme d'oospores qui ont une grande capacité de survie, justement. Donc, avec de l'humidité et une température qui convient, les oospores vont germer, produisant des oosporanges, et des oospores qui sont des spores mobiles dans l'eau. Et ces oospores sont à l'origine des contaminations primaires, racinaires, donc qui vont faire que soit la graine va même pas germer correctement, soit on va avoir déjà les cotylédons fort attaqués. Donc lorsqu'on a ces sporulations, eh bien on a une production de nouveau de zoosporanges avec libération aussi avec les pluies de spores mobiles qui vont être à l'origine d'infections secondaires qui peuvent être très précoces et engendrer également des nanismes ou beaucoup plus tardifs. Et donc, avec les différents ingrédients de symptômes, donc quand c'est très tardif, on n'a que des petites taches angulaires sur les feuilles. Mais ce qui est beaucoup plus caractéristique, comme je disais précédemment, c'est vraiment le nanisme et les capitules qui vont rester horizontales. Donc, à ce niveau-là, il y a de nouveaux productions d'oospores. On boucle le cycle puisqu'on a la forme de conservation pour des cycles et des saisons suivantes.
Donc, ce qui est important de reconnaître, c'est qu'il y a des phases importantes dans ce cycle, notamment la phase de conservation dans le sol, qui est longue, sur débris, sur semences, et avec un risque qui est accru surtout les 2-3 premières années qui suivent une forte attaque, parce que là, on a une densité d'inoculum qui est importante. L'autre phase, c'est la phase de contamination primaire, avec la germination de ces zoospores, donnant des zoospores qui sont mobiles dans de l'eau libre. Et la contamination se fait donc en présence d'eau libre et attirée aussi par des exudats racinaires. Il suffit d'avoir une radicule de moins d'1 centimètre pour que la contamination se fasse à ce moment-là. Et il faut rappeler que ces infections très précoces au niveau racinaire sont celles qui sont les plus dommageables. Et puis, il y a toutes les contaminations secondaires successives qu'on peut avoir à partir des plantes malades de la parcelle, comme on a vu, mais aussi des repousses qui lèvent et puis des mauvaises herbes qui peuvent héberger aussi du mildiou. Voilà donc des phases importantes du cycle et qui sont nécessaires de bien connaître pour appliquer des leviers efficaces. Donc, quand on veut combattre son ennemi, il faut bien sûr le connaître. Et c'est ce qui a fait l'objet des plans de surveillance en tant que parasite de quarantaine jusqu'à présent. Donc, ce dispositif de surveillance était interprofessionnel et donc conduit par la DGAL et donc qui déléguait aujourd'hui au SRAL de prospecter et de prélever des échantillons. Donc, chaque année, un nombre conséquent, entre 500 et 1000 parcelles au moins, étaient prospectées chaque année. Pour évaluer déjà l'incidence de la maladie en culture, suivre l'évolution des races qui sont déjà présentes et détecter l'apparition de nouvelles. Et puis, comme levier, on a aussi un traitement de semences avec des problèmes de résistance, donc c'était aussi également un suivi. Donc en 2019, en fréquence et de gravité, là vous avez représenté les départements par département ce qui a été prospecté. On est à peu près on comptabilise 1013 parcelles, ce qui est un très bon score, pour les 2 tiers réalisés par Terrinovia et 1 tiers par l'Estrade. Donc en vert, c'est les parcelles où le mildiou n'est pas détecté et en rouge où le mildiou est présent. Et donc sur ce petit histogramme, dans plus de 85% des parcelles, on n'a pas détecté de mildiou et le mildiou est détecté dans 13,5% des parcelles, dont plus de 11%, ce n'est que quelques pieds isolés, souvent en bordure, là où le sol est un petit peu plus tassé, et donc où l'eau peut stagner davantage. Dans des proportions de 10 à 30% d'attaques dans la parcelle, on est à 1,6%, et avec plus de 30% d'attaques dans la parcelle, on est à 0,6%, c'est-à-dire que sur les 1013 parcelles, ça correspond à 6 parcelles. Donc c'est intéressant parce que ça permet aussi de relativiser. Et si on regarde, là j'ai sur une vingtaine d'années, à partir des années 2000, donc on voit qu'effectivement les parcelles prospectées avec symptômes, ça varie d'une année sur l'autre. 2019 se retrouve là avec ses 13,5, une année assez moyenne, assez faible. Par contre, ce que l'on constate, c'est quand même que avec des attaques de plus de 10% et de 30%, on est quand même dans des conditions où il y a peut-être quelque chose qui se passe.
le mildiou est caractérisé aussi par de nombreux pathotypes qu'on appelle plutôt races, terme plus simple. Donc, je vous rappelle un petit peu comment on détermine ces races. Aujourd'hui, c'est par un test biologique sur une gamme d'hôtes qu'on dit d'hôtes différentiels. Cette gamme d'hôtes a été fixée et donc reconnue au niveau international, ce qui permet ainsi dans tous les pays qui utilisent cette gamme d'hôtes avec les bons hôtes de définir et de savoir précisément quelles sont les races de mildiou. Donc en fait, ça fonctionne par ce qu'on appelle des digits de 3 hôtes différentiels. Donc aujourd'hui, il y en a 3 digits. Et lorsque le mildiou, l'hôte différentiel, est attaqué par le mildiou, c'est qu'il est sensible. Et donc on lui affecte, lorsqu'il est en premier rang, la note de 1. Lorsqu'il est en deuxième rang, la note de 2. Lorsqu'il est en troisième rang, la note de 4. On additionne les 3 pour donner une note maxi de 7 pour ce premier digit. Lorsque c'est résistant, eh bien, c'est une note de 0. Donc ici, sur les 3 digits, pour le deuxième, vous avez que sensible sur le premier. Le reste est résistant, donc on a une note de 1. Et puis les 3 autres, c'est résistant, donc on a une note de 0. Et donc en fait, c'est la race 710 qui est ici caractérisée. Donc vous avez ce petit tableau qui représente une grande partie des races qui sont sur le territoire, avec leur correspondance, donc sensible ou résistante sur chacun des hôtes dans cet ordre-là pour obtenir effectivement le numéro de la race. En orangé, vous avez les 9 races qui sont officiellement reconnues en France. Nous en reparlons. Donc le bilan en 2019, eh bien, on n'a pas retrouvé toutes les races, mais bon, ce n'était pas non plus forcément ce que l'on cherchait. Et on a des races 704 et 714 qui sont majoritaires. Et puis là, j'ai mis un petit astérix parce que cette année, il y a eu des difficultés d'analyse et avec des comportements différents sur nos hôtes différentiels, ce qui laisse, ce qui suggère peut-être l'apparition de nouvelles virulences. On n'a pas confirmé pour le moment, et qui nécessite d'élargir notre gamme d'hôtes différentiels parce que effectivement il y a eu d'introduction aussi d'autres gènes de résistance et la gamme d'hôtes est aujourd'hui en bout de course. Historiquement, c'est une situation qu'on avait vue en 2000 avec la race 304. Donc les tests, je vous disais en introduction, sont éprouvés aussi pour la résistance au traitement de semences. Et sur ces 27 races détectées, quasiment plus de la moitié présentaient une résistance élevée au méthallaxyl. Il n'y avait que 2 races qui n'étaient pas résistantes, dont la race 334. Et donc, celle-ci est signalée et est intéressante parce qu'elle n'avait pas été retrouvée depuis un certain temps dans sa zone de prédilection qui était Poitou-Charentes. Et cette année, on l'a retrouvée dans le Gers. Et là, je vous ai donc mis une répartition des 704-714 sur la France depuis leur apparition, donc 2002. Donc la 714 plutôt au sud et la 704 plutôt au nord-nord-est. Et puis au fil des années, on voit une convergence des 2 races. C'est ce qu'on voit effectivement là sur la zone plus centrale et puis qui gagne de plus en plus le sud-ouest.
Et donc là, je vous propose un petit peu les effectifs des races détectées. Je n'ai mis que sur 20 ans, mais on peut remonter jusqu'à 88, pardon. Donc, en coloré les races officiellement reconnues, et puis j'ai coloré plus fortement les 704, 714, puisque c'est celles qui aujourd'hui nous posent un peu plus de problèmes. Mais vous voyez que effectivement, ce sont aussi des effectifs qui sont les plus importants. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a une vingtaine de races en France. Et dans une publication récente, il en est décrit au moins une cinquantaine de par le monde. La publication était de l'an dernier. Donc le mildiou a vraiment un fort pouvoir évolutif et il ne se prive pas. Donc pourquoi ce monitoring semble si important? Pour qu'il soit donc appréciable, c'est que la prospection soit vraiment faite au hasard. Ça donne vraiment une meilleure image. Avec un nombre de parcelles suffisant, minimum 500 parcelles, ce qui permet vraiment d'éviter d'évaluer l'importance de la maladie en culture, de bien suivre les races, de détecter aussi surtout l'apparition. Et pour détecter l'apparition de nouvelles races, eh bien effectivement, il faut avoir un nombre suffisant au départ de parcelles à observer. Et ça permet également de pouvoir aussi relativiser aussi et vraiment voir l'émergence d'un phénomène. Si on fonctionne vraiment sur alerte, on va, disons, prendre le problème différemment. Se dire que c'est très important alors qu'il y a peut-être moyen de relativiser et justement se donner les moyens de mieux gérer le risque mildiou. Donc pour gérer le mildiou, on dispose de différents leviers et le majeur, c'est vraiment le levier génétique. Et ça, donc, ce qui en découle très opérationnellement, c'est de faire un bon choix variétal. Donc, un petit rappel, c'est que le mildiou, donc, on a vu qu'il y avait des pactotypes. En fait, derrière, c'est qu'il y a des gènes d'avirulence. Chez le tournesol, eh bien, on a deux types de résistances, des résistances spécifiques avec des gènes qu'on appelle PL, qui sont d'un déterminisme simple et efficace. Et donc, quand je vous parlais des hôtes différentiels, eh bien, on a normalement une réponse, tout ou rien, sensible, résistant. Et puis, il y a des résistances quantitatives qui sont donc avec des gènes multiples, indépendants de ces gènes PL, et qui n'interagissent pas avec les gènes d'avirulence du champignon. Donc là, on est plus chez le champignon sur des notions d'agressivité. Et ces résistances quantitatives vont jouer donc sur la gravité des symptômes qui vont être plus ou moins importants. Donc en fait, ce qui est le plus facile aujourd'hui, c'est quand même les résistances spécifiques et qui sont largement utilisées. Donc celles qui ont été les plus utilisées jusqu'à présent et donc sous une forme très très simplifiée. Donc je vous ai mis quelques gènes et donc par exemple si on parle de PL1, PL1 était vraiment la résistance à la race 100, mais toutes les races qui sont arrivées par la suite, ce gène est inefficace. Plus récemment, donc c'était des PL5, PL8, et par exemple, quand on parle de variétés dites RM8, ça sous-entendait plutôt que c'était résistant aux 8 races officiellement reconnues, sauf la 334. Voilà. Et donc, on peut parler de success stories.
en fonction de l'évolution des races et les apports de la sélection variétale, de la génétique. Puisque lorsque les races 710 et 703 sont apparues, eh bien, l'outil majeur, ça a été de reconversion des hybrides résistants à l'époque à la race 100, avec l'utilisation de gènes de résistance qui ont conféré de nouvelles hybrides reconvertis RM, donc les premiers RM9 résistants race 100, 710, 703. Et puis vous voyez qu'au fil des années, il y a quand même eu dans les années 2000 la 304, 314, puis là il y a eu la 714, 704, 307, la 334 l'année d'après. Et là ça a été bon, ça commençait à bien faire, mais la génétique en diversifiant donc sur au moins 4 gènes et puis d'autres, et en prenant en compte aussi des parts de résistance quantitative, a été au rendez-vous pour apporter des solutions. Et vous voyez que donc sur des grandes étapes, avec la 704 ou la 714, on arrive à 2017-2018 où on a les premiers cas avec des comportements sur des variétés dites résistantes, des comportements atypiques à ce niveau-là. Donc on est sur des évolutions du champignon très certainement, mais ce n'est pas sans solution, puisque par des études, donc un projet Promosol de ces dernières années, a permis de décrire 10 nouveaux gènes de résistance spécifiques qui sont à disposition des sélectionneurs et qui sont très certainement dans les programmes de sélection actuels et vont apporter des solutions. Mais d'où l'importance de bien suivre aussi l'évolution de ces races pour pouvoir ajuster, et il faut le temps aussi que les variétés puissent être mises sur le marché. Et en termes de stratégie de ces gènes de résistance spécifiques, je voulais illustrer un point qui est intéressant, qui a été réalisé en tunnel, mais qui s'est vérifié au champ quasiment dans le même temps. C'est que lorsque on utilise simplement une variété sensible, donc là c'est tournesol sur tout ce qu'il ne faut pas faire, mais expérimentalement ça a montré qu'effectivement la race était toujours là et dans des proportions importantes systématiquement tous les ans. En utilisant une seule source de résistance, source A ou source B, dès la 3e année, on a vu apparaître de nouvelles virulences. C'est donc on a bien exercé quelque part une pression de sélection qui fait que la résistance qu'on essaye d'introduire, elle se fait contourner rapidement par champignon. En pyramidant, sur les 4 ans de l'étude, rien de significatif. Bon, on a travaillé à l'alternance, donc en commençant par le sensible, en mettant chaque année une variété différente, pas d'évolution rapide. Et puis le mélange, on a toujours une proportion de malades. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si on exerce avec la même source de résistance une pression de sélection, très rapidement on va avoir un contournement. Ce qui fait que aujourd'hui, sur le terrain, il est important donc d'avoir une gestion raisonnée de ces variétés et de diversifier au maximum le choix variétal en alternant les profils de résistance d'une campagne sur l'autre sur les différentes parcelles d'une exploitation. Ça, c'est pour donc éviter d'exercer une pression de sélection et maintenir durablement l'efficacité de la résistance variétale au mildiou.
Et si depuis 2002, on n'a pas eu de gros problèmes et qu'on commence à sentir, c'est que effectivement, il y a eu des efforts de fait, je pense, sur les choix, sur la reconnaissance, la connaissance des profils de variétés, et notamment quand on peut les avoir, ils sont indiqués sur notre site Maïvar. Sachant que donc quand on dit une variété RM9, c'est bien à 9 races officiellement reconnues en France. Il peut y avoir d'autres races lorsque les semences proviennent d'autres pays et qui ont des races que nous n'avons pas forcément. Mais ce qu'il faut garder aussi à l'esprit, c'est que quel que soit le type de variété choisi, une attaque de mildiou n'est jamais exclue. Parce que le champignon évolue. Et autrement dit, le risque zéro n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut très bien mettre une variété RM9, reconnue RM9, dans une situation où effectivement on est peut-être sur une évolution et se retrouver avec des attaques. Ce qui est l'hypothèse de ce que l'on a pu voir en 2019. Passons au levier agronomique qui lui aussi a son importance. Ce sont des bonnes pratiques qui peuvent éviter certaines gravités d'attaque. La première, c'est vraiment allonger les rotations. Donc tout à l'heure, au niveau du cycle, je vous disais que le mildiou sous forme de hospore se conservait dans le sol de nombreuses années, mais on assiste tout de même à une diminution de la densité dans les premières années. Et là, dans des enquêtes culturales, vous voyez que les parcelles sont plus attaquées lorsque le tournesol revient une année sur 2 que lorsque le tournesol revient une année sur 3. Donc déjà d'espacer un petit peu plus le retour du tournesol contribue à limiter justement la pression du mildiou par un déclin naturel de l'inoculaire. Déclin ne veut pas dire disparition complète. Après, le point important également, c'est semis dans un sol ressuyé. Donc, à l'époque, Marlos, dans une petite étude, toujours sur les enquêtes et puis un dispositif, avait montré que les pluies cumulées de 5 jours avant semis et 5 jours après semis étaient fortement corrélées aux contaminations primaires des jeunes plantules de tournesol. En fait, les zoospores ont besoin d'eau libre pour se déplacer et aller se fixer sur la radicule qui est en train de germer. Donc, si on n'a pas d'eau libre dans le sol, on n'a pas d'infection. Donc, semer dans un sol ressuyé, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, de décaler de quelques jours la date de semis permet effectivement de s'éviter des infections très importantes, tout en finalement en n'ayant pas d'impact néfaste comparé à celui qu'aurait le mildiou. Par contre, le sol ressuyé, on voit qu'on a souvent des tassements dans les bordures, et c'est là qu'effectivement on peut toujours trouver quelques pieds de mildiou. Et l'autre point important, c'est la destruction des espèces pouvant héberger le mildiou, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes qu'on n'a pas non plus de multiplication possible sur le système racinaire, de repousse de tournesol, ou d'espèces voisines du tournesol, la famille des astéracées, comme de l'ambroisie, du pinasse, du xanthium. Et puis il y a une petite, il y a une espèce, le Niger, qui est une plante hôte du mildiou, qui se pratique en interculture et qui est aussi susceptible de bien multiplier le mildiou. Donc, si on veut garder un bon état sanitaire de ces semences, la destruction des espèces
est importante. Donc, voici résumé, donc semer dans des parcelles bien ressuyées, l'allongement des rotations, la destruction précoce des repousses, le désherbage des plantes hôtes du mildiou. Et donc ça, ce sont des mesures simples mais efficaces pour d'évitement du mildiou. Et le dernier point, l'utilisation de semences certifiées, puisque là, les semences sont garanties de ne pas héberger de mildiou. Et c'est un point qui reste fortement réglementé, comme je vous l'indiquais, avec le statut du mildiou. Enfin, le levier chimique. Un peu plus de 5 minutes, Annette. Oui, donc j'accélère. Voilà. Donc là, je vous ai remis un petit peu l'évolution aussi des races en évolution, avec les traitements, pour indiquer que en attendant une reconversion suffisante d'hybrides avec l'apparition des premières races, le traitement de semences a été rendu obligatoire. Mais au bout de 4-5 ans, on a eu les premiers isolats résistants. Et puis, donc, essayer de gérer en associant avec un autre produit pour garder une efficacité de la substance active. Et la lutte, le traitement de semences n'est plus obligatoire, mais c'est la lutte qui, en 2005, par arrêté, est devenue obligatoire. Et depuis, on regarde, mais on a une quasi-généralisation sur les dernières races les plus préoccupantes aujourd'hui de résistance au métalaxyle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le traitement de semences n'est pas obligatoire, que les semences peuvent être traitées à l'apron en fonction du profil des résistances de variétés. Si une variété dont on est sûr qu'elle soit bien résistante à toutes les virulences du moment, pourquoi traiter, exercer une pression de sélection et avoir des résistances. Et il faut savoir que le traitement de semences n'est pas non plus une garantie absolue. En cas de pluie, il peut être lessivé. Et puis avec les résistances, eh bien, on peut très bien avoir une population dans sa parcelle très fortement résistante et les produits pas être très intéressants. Donc aujourd'hui, le seul qu'on ait, c'est l'Apron XL, substance active, donc métalaxyle M ou méphénoxam. Ça représente 85% des semences traitées en France. Cette molécule, en ce moment, est donc réapprouvée mais avec des restrictions pour les applications de traitement de semences, uniquement en usage traitement sous serre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les semences traitées Apron pourraient être utilisées au plein champ jusqu'au 1er juin 2021. Donc, normalement, pour la récolte 2021, il n'y a pas de souci. Et la société fait le nécessaire pour essayer de lever cette restriction, d'autant que dans les perspectives de nouveaux traitements de semences, la société voudrait ne plus utiliser un produit seul, avec les risques de résistance qu'il y a, puisque ce sont des unicides, mais en association. Et donc, il y a deux formules, disons, possibles. Donc, à base d'Apron et une nouvelle molécule qui est l'oxatiapiproline. Donc, produit qui n'est pas encore autorisé en France, mais dont on a demandé, il a été demandé une dérogation et qui est utilisable en production de semences. Et puis une autre solution, chez un concurrent, chez Bayer en l'occurrence, et là vous voyez des résultats de cette nouvelle solution par rapport à un non traité et un traitement à l'Apron, donc même plus efficace puisque nous nous trouvons dans des situations où il y a une part de résistance à l'Apron. Donc, pour conclure,
ce qu'il nous faut retenir pour gérer le risque mildiou efficacement et durablement, c'est d'actionner tous les leviers de lutte dont on dispose, à commencer donc de connaître son ennemi pour pouvoir mieux le maîtriser, donc avec le plan de surveillance et un suivi des races. Sachant que le premier levier qu'on va mettre en place, c'est le choix variétal, en essayant de diversifier au maximum les résistances spécifiques pour jouer sur différentes sources de résistance et éviter une pression de sélection qui pourrait se faire sur une source en particulier et donc rapidement contourner. Donc, c'est des pyramidages, mais c'est aussi des alternances, c'est l'introduction de résistance quantitative. Donc, voilà, messieurs, mesdames les sélectionneurs, on attend toujours beaucoup de vous. Et puis, placer donc ces variétés avec dans de bonnes conditions, donc en respectant des bonnes pratiques agronomiques. L'allongement des rotations, important, donc plutôt que d'un tournesol sur 2 ans, plutôt allonger au moins d'un an supplémentaire. Ça permet une bonne stratégie d'évitement. Le semis dans des sols bien ressuyés et la destruction des repousses. Et puis donc le dernier levier, le traitement de semences. Sachant que avec un seul traitement de semences, c'est délicat puisque rapidement, donc avec une utilisation annuelle, puisque c'est un traitement de semences, on a quand même des apparitions rapides de résistance et donc d'autres molécules, mais ces autres molécules vont venir tard à venir. Donc en fait, tous ces leviers peuvent parvenir à nous faire maîtriser le mildiou sans avoir de grosses catastrophes. Donc, je vous remercie de votre attention et voilà tout ce qu'on veut éviter justement. Une plante nanifiée qui arrive quand même à maturité, mais alors que les plantes normales sont déjà bien grillées, là les feuilles restent vertes et vous voyez un capitule complètement stérile. Les quelques graines ici qui sont grosses, qui semblent très grosses, ne contiennent qu'une toute petite amande, voire pas du tout. Merci. Et donc, je réponds à vos questions maintenant. Alors, merci Annette de ton intervention. Donc, écoute, pour l'instant, il y a une question que je vais te poser. Donc, j'incite les participants, s'ils en ont d'autres, à les écrire sur la petite fenêtre qui est prévue pour ça. Donc, la question qui est posée, c'est comment être certain que la race 734 n'est pas un mélange de souches 334 et 714, plus 714. Oui, c'est la question qui, sur la dernière colonne, j'ai mis 734, 774, parce que c'est un mélange, et donc on n'est pas parvenu à dissocier aujourd'hui les différentes races qu'il pouvait y avoir dans ce mélange. C'est assez long et fastidieux à réaliser et donc ça n'a pas été possible d'aller jusqu'au bout de la manip. Très bien, merci. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de rédiger une question. Voilà. Alors, quel est le risque de contournement des nouveaux produits de traitement de semences en cours de développement? De toute façon, par exemple, oxapiproline, il faut savoir aujourd'hui que quand donc est déposé un dossier d'homologation, c'est des choses qui sont demandées déjà dans les dossiers.
Et donc sur cette molécule, le site et les mutations possibles sont, enfin, le site de mutation est à peu près connu et ont été déjà mis au point des tests pour pouvoir détecter la, la, la résistance qui pourrait apparaître. Et c'est bien pour ça que ce sont des produits qui ne seront pas développés, des substances actives qui ne seront pas développées en un produit seul, mais seront associés. Donc c'est une stratégie d'association avec d'autres molécules, justement pour éviter l'apparition trop rapide de résistance. Très bien. Alors, deux nouvelles questions. Donc, la première, c'est la graine peut-elle contribuer à disséminer le mildiou? Oui, bien sûr. Là, je suis partie d'une situation où maintenant le mildiou est bien implanté en Europe, mais la semence et donc des hauts spores justement peuvent être au niveau de la semence, et ce sont par ces moyens que le mildiou a été introduit dans un pays. Donc, si on revient un petit peu historiquement, la première race, la race 100, elle vient plutôt de Russie. Elle a été introduite avec les pérédoviques de l'époque. Et effectivement, c'est dans les multiplications de semences qu'on a observé ces premiers symptômes historiquement. Et pour les races 710 et 703, là aussi, c'est des introductions très certainement qui sont arrivées des États-Unis. Donc, ces éléments ont été collectés, effectivement, rassemblés dans une analyse de risque que la France a menée justement dans le but de déclasser le mildiou en tant qu'organisme de quarantaine. Parce que franchement, en Europe, tout le monde avait du mildiou. Et aujourd'hui, donc, cette multiplication de races, c'est parce que, en fait, au niveau du pathogène, de l'agent pathogène, on a toute une diversité génétique qui permet des recombinaisons également. D'accord. Alors, une question intéressante. Quelle est la différence entre agressivité et virulence? Oui, donc je vais peut-être revenir effectivement sur... Voilà. Donc, la résistance spécifique chez une plante hôte, donc c'est un germe, et on a généralement une réaction tout ou rien. Et donc, chez l'agent pathogène, on a ce qu'on appelle une virulence. La résistance spécifique, c'est la virulence. Et donc, parce que le champignon a des gènes, on appelle ça les gènes d'avirulence, mais en fait, la forme mineure, c'est virulent. C'est la virulence. Mais bon, c'est plutôt la forme récessive, voilà, du gène d'avirulence qui détermine la virulence. Enfin, en français, c'est impossible. Disons des gènes de non-virulence, ce sont quelque part les gènes de résistance s'oppose aux gènes de résistance spécifiques, et là, on a la résistance qui s'exprime. Par contre, lorsque le gène d'avirulence devient récessif, et c'est là que on se retrouve avec des pathotypes virulents.
c'est pas facile, hein. Et donc, pas facile, on a ouais. une réaction sensible chez l'autre. Et Bon. donc l'agressivité, c'est donc une attaque qui est graduelle selon différentes variétés, des choses comme ça. Donc on a des symptômes qui vont être plus ou moins importants, avec des petites nécroses ou pas, très peu de sporulation, ou au contraire on a comme des symptômes de résistance, mais avec quand même des traces de sporulation. Donc voilà, c'est ce type de symptômes qui peut être déterminé par des agressivités. Alors le problème, c'est que quand on a des gènes de résistance spécifiques, eh bien les réactions, les résistances quantitatives sont souvent masquées. Parce que justement, quand c'est résistant, et on voit pas les autres composantes de la résistance. Par contre, si on a un gène de la virulence qui est modifié, donc notre agent pathogène qui devient virulent, et qu'on tourne un gène de résistance, et ben, si on a des résistances quantitatives, ça peut permettre d'avoir encore une variété qui résiste malgré tout. Bon, très bien, merci. Alors, une autre question différente. Alors, le développement du tournesol dans les mélanges de couverts d'interculture d'été avec semences non traitées risque-t-il de faire exploser les contaminations sur un territoire? Mélange de couleurs. Oui. Donc en fait, dans les mélanges, voilà, je vais revenir sur ça. Vous voyez que dans les mélanges, si on a quelque chose de sensible, eh bien, il y aura une fraction qui est sensible. Si ça lève à un moment où on a pas mal de précipitations, ça peut entraîner effectivement des contaminations et donc une multiplication. À la limite, c'est à considérer comme une culture quand on veut revenir sur la parcelle avec du tournesol. Donc c'est une pratique qui, si on veut faire vraiment une culture de tournesol par derrière, à éviter. Quelque part, ça vous fait double culture de tournesol, donc à considérer dans la rotation, quasiment comme une culture. C'est bon, exceptionnellement, on peut l'envisager parce que il y a eu des soucis, mais ce n'est vraiment pas à recommander. Et à ce moment-là, on recule d'un an de plus le retour d'un tournesol. Donc, je vois qu'il y a une remarque donc d'une personne sélectionneur. Juste une remarque sur cette diapo 17. Les sélectionneurs utilisent bien les résistances quantitatives, mais nous avons besoin des résistances spécifiques pour pouvoir les faire valoir au moment de l'inscription d'une variété en France. Nous les utilisons donc de façon complémentaire. Ben oui. Voilà, c'était une remarque complémentaire. Non, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, et de toute façon, autant mettre le maximum de chances et c'est ce qui rend aussi durable et évite les catastrophes, très certainement. Plus on a de sources de résistance diverses, et plus le champignon a des difficultés, et plus ça mettra de temps à ce que ça soit contourné. Bon, donc je vois qu'il n'y a plus de questions, on va peut-être en rester là.